Je m'appelle Nadia Rouizem, je suis diplômée de l'école d'archi de Paris-Val-de-Seine. J'ai travaillé d'abord en agence assez longtemps, 14 ou 15 ans. Ensuite, je me suis inscrite en post-master à la Villette. Donc je voulais reprendre la recherche et j'ai poursuivi avec une thèse à l'université de Paris, Paris 1, Sorbonne, voilà, en aménagement. Toujours avec la Villette. Et j'ai soutenu il n'y a pas longtemps, en 2020. Voilà, et je viens de publier cet ouvrage issu de ma thèse en avril. Tu as effectué un travail de recherche sur les expérimentations urbaines en construction en terre au Maroc dans les années 60. Pourquoi avoir choisi ce sujet de thèse en particulier ? En fait, je voulais poursuivre la recherche que j'avais faite pour mon diplôme. Pour mon PFE, c'était un travail sur le logement social, plus exactement sur le recasement de populations qui vivaient dans les bidonvilles. J'avais fait mon diplôme sur un bidonville de Salé. Et en cherchant, en fait, en lisant des articles, je suis tombée sur un article de Jean Dethière qui s'appelle « 60 ans d'urbanisme au Maroc ». Et j'ai été très très surprise de savoir qu'il y avait eu ces opérations construites en terre et que c'était avec cette ampleur-là et que ça existait encore. Et ça m'a paru curieux que personne ne s'y était intéressé. Justement, c'était vraiment un sujet très très intéressant pour moi. Voilà, à la base, ce n'était pas vraiment la terre qui m'intéressait, mais c'était cette démarche expérimentale. Tu réalises des études de cas. Peux-tu nous présenter succinctement les différents quartiers et leurs particularités ? Oui, alors il y a eu 3 cas que j'ai étudiés dans la thèse. En fait, je pense qu'il y en a eu un peu plus, je les aborde rapidement, mais c'est les 3 les plus importants et sur lesquels j'ai trouvé le plus d'archives. Donc bien entendu, le premier, c'est celui qui a déclenché tout ça, c'est le quartier de Daoudiat, l'unité 3. C'est Alain Masson qui a construit ce quartier. Il explique, d'ailleurs, il a laissé une note, en fait, une espèce de lettre où il explique vraiment le déroulement, pourquoi il a choisi la terre, comment ça s'est passé, etc. Donc c'était la première opération. Il a expliqué qu'il avait choisi la terre parce qu'à l'époque, il y avait un organisme qui s'appelait la Promotion nationale, qui a été créé en 61 pour employer des chômeurs non qualifiés. Donc pour lui, la terre, c'était une manière de mettre en œuvre un matériau facile et de former les ouvriers. Et je crois qu'il y avait un tiers d'ouvriers promotion nationale sur le chantier. Après, ça a évolué, les chiffres ne sont pas exacts d'une période sur l'autre, vu que ça a duré de 62 à 65. Donc il y a eu des évolutions dans ces chiffres et des ouvriers qualifiés encadraient ces ouvriers, ces chômeurs de la promotion nationale, et il y avait un roulement. Et donc, ça a permis de mettre en œuvre ce matériau qui était disponible sur place, vu qu'ils voilà, creusaient directement. Ils ont fait des tests en se basant sur des manuels publiés par l'ONU, parce qu'à l'époque, il y avait des expérimentations ailleurs dans le monde. Et je pense qu'Alain Masson a dû lire ces manuels peut-être avant son arrivée au Maroc, peut-être pendant ses études ou la période où il a exercé avant. Et donc ça lui a donné l'idée d'employer ce matériau. Et donc à Daoudiat, c'était de la BTC, donc des blocs de terre compressés. Il a importé une presse qui a été fabriquée en Colombie, qui a été conçue en Colombie et fabriquée en France. Donc il y avait ce trajet des presses vers le Maroc qui était aussi intéressant à comprendre. Voilà, donc il y avait un certain nombre de blocs de terre qui étaient fabriqués sur le chantier tous les jours et le montage comme de la maçonnerie classique. La particularité de Daoudiat, c'est que c'était très rationalisé, ce qui a fait que ça s'est fait rapidement. Ils ont mis, je crois, 6 mois à réaliser la première tranche, donc ce qui est vraiment un temps record. La première tranche, c'était 700 logements, donc c'est vraiment très très rapide. Ensuite, vu que on a vu qu'il y avait eu que ça s'était réussi, les 2 autres tranches ont été engagées et finalement on est arrivé à 2750 logements, tous identiques, avec, il y avait des 2 pièces et une pièce, mais la trame était identique.
Et c'était basé sur la trame sanitaire améliorée de Michel Écochard. Sauf qu'à l'époque des Cochards, c'était 8 par 8, c'était 64 mètres carrés à Carrière Centrale à Casablanca. Et la trame sanitaire améliorée, c'est 48 mètres carrés, c'est 6 par 8. Donc on a réduit pour réduire les coûts en fait. Donc il y avait une pièce qui était réalisée, plus un petit point d'eau. Il n'y avait pas de cuisine et plus juste un sanitaire. Donc ça formait la cellule. Et cette opération a été beaucoup critiquée dans les années 70 par des géographes, par des sociologues, des chercheurs, mais pas pour l'emploi de la terre. En fait, c'est ça aussi qui m'a surprise, c'est que le premier à avoir parlé de la terre dans cette opération, c'est Jean de Thiers. Il l'a publié dans l'Architecture d'aujourd'hui en 72. Mais toutes les publications marocaines, il y en a eu quelques-unes quand même sur cette opération, elles ont critiqué le fait que c'était vraiment petit, malgré les économies qu'on a pu faire, le nombre de logements qui était important. Ils ont critiqué le fait que c'était éloigné de la ville, enfin de la Médina où il y avait les emplois. Aujourd'hui, c'est complètement intégré avec la croissance de Marrakech. Mais voilà, il y a eu des critiques, mais pas sur le matériau. Il y a eu des critiques vraiment sur la conception. Et la seconde opération, donc c'est à Ouarzazate en 67, et Jean Hensens a collaboré avec Masson. Alors on ne sait pas exactement qui a proposé la forme des voûtes, mais d'après mes entretiens avec Patrice Doat du Cratère, ce serait Masson parce que pour lui c'est une technique d'ingénieur. Parce que c'est une technique qui est héritée du béton, en fait, ce coffrage total. Et c'est vrai que j'ai trouvé des opérations aux États-Unis, début du XXe, je crois, où ils faisaient des maisons moulées complètement en une seule fois, en béton. On a dû s'inspirer, je pense, de ce coffrage total. Donc la technique est différente. Donc là, on n'est plus en bloc de terre, on est en pisé. Donc la terre est toujours stabilisée avec du ciment, comme pour la BTC, mais sauf que les moules sont montés, enfin les coffrages, là c'était des coffrages métalliques fabriqués à Casablanca. Donc une fois qu'on a monté les coffrages, ils sont remplis de terre. Il y a un pisoir mécanique, alors que le pisoir traditionnel il est manuel. Et une fois que tout est monté, même le toit, la voûte, elle peut être faite en terre, dans le coffrage. Et donc ça prend 24 heures pour faire une maison et on démoule le lendemain et on a la maison qui a séché pendant la nuit. Donc ça c'était vraiment une technique aussi très intéressante et exceptionnelle je pense pour l'époque. Et je ne pense pas qu'il y ait eu des opérations similaires. Je pense que c'était vraiment un cas unique. Ensuite, oui, donc le rôle de Jean Hensens dans cette opération, c'était la conception. Donc c'est la grande différence avec Daoudiyat, c'est que là on a un architecte qui a dessiné les plans, il a même fait des maquettes, il a fait beaucoup de variantes de cette opération pour essayer de s'adapter à la culture et au mode de vie local. Donc c'est vraiment... moi j'ai été surprise aussi de voir toutes les photos de maquettes et toutes les variantes qu'il a pu faire pour essayer de correspondre au contexte et à ce mode de vie. Et malheureusement, ça n'a pas trop été apprécié parce que ces logements ont été attribués à des fonctionnaires et pas à une population de recasement de bidonvilles comme pour Daoudiyat. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir comment, est-ce que ça aurait vécu comme Daoudiyat ou pas. Qui continuent à vivre encore aujourd'hui, alors que Ouarzazate s'est terminé, ils ont tout démoli au bout de quelques années. Dans les années 80, il n'y avait presque plus rien. La troisième opération, c'est un peu un mix des deux, avec une nouveauté, c'est l'autoconstruction. Quand Masson a commencé à travailler à Rabat, il a monté un centre de recherche qui s'appelle le CERF, le centre d'expérimentation, de recherche et de formation. Et ils ont commencé à étudier différentes techniques de construction, différents moyens pour réduire les coûts, et tout en s'adaptant au contexte du pays pour le logement social.
Donc parmi les expérimentations, c'était l'autoconstruction. Donc c'était de fournir aux gens les matériaux, de leur proposer un plan type et de les laisser construire eux-mêmes. Et c'est une méthode qui a été employée dans beaucoup d'autres pays, dont l'Amérique latine à la même époque. Et aussi c'est intéressant de voir qu'il y a eu presque la même réception de cette méthode, c'est-à-dire que les gens ils ne voulaient pas construire, vu qu'ils avaient déjà eux-mêmes un métier. Donc c'est quand même difficile de demander à quelqu'un de rentrer le soir après son travail et de commencer à construire, d'aller travailler sur un chantier. Donc ils ont payé des personnes pour construire à leur place. Et il y a eu la même chose en Colombie, je crois, dans un des ouvrages de Turner, il explique qu'il s'est passé exactement la même chose. Donc ça c'était, on ne va pas dire un échec, mais c'était une des difficultés du chantier. Ce qui a fait que les blocs de terre ont été moins bien réalisés et cette opération a moins bien vécu que celle de Daoudiyat. Il y a eu beaucoup plus de démolitions. Quand j'ai visité, c'était surtout les pièces d'eau parce qu'il n'y a pas eu de formation des gens ou d'explication pour leur dire qu'il faut protéger. Par exemple, à côté d'un robinet, il faut carreler ou mettre un enduit spécial pour que les blocs de terre ne s'effritent pas. Donc ils ne comprenaient pas que ça s'écroulait. Et donc ils ont tout refait en parpaing pour la majorité. Après il y a encore beaucoup de maisons parce que c'est une population encore assez modeste, donc ils n'ont pas tous les moyens de reconstruire. Mais beaucoup ont refait les pièces d'eau par exemple. Ou, voilà, on peut voir aussi les différences entre les maisons. Ceux qui ont bien entretenu, ça a très bien tenu dans le temps, alors que ceux qui n'ont pas beaucoup entretenu, bien sûr, ça s'est écroulé assez vite. Lorsqu'on pense à la construction en terre crue au Maroc, on pense en premier lieu au Casbah, au Douar ou au Ksour, donc un patrimoine plutôt traditionnel, mais jamais à ces expérimentations des années 60. Pourquoi ? Ces expérimentations sont très peu connues parce que à l'époque, quand ça a été construit, l'objectif, ce n'était pas d'employer la terre. L'objectif, donc pour Daoudiyat, c'était d'employer des chômeurs et de construire le plus économiquement possible. Donc c'était vraiment un objectif économique au départ. Pour Ouarzazate, c'était la même chose. On a voulu améliorer et employer beaucoup moins de ciment. Donc c'était aussi l'économie. D'ailleurs, on voit l'épaisseur des murs à Daoudiyat. Le mur fait 13 cm et demi d'épaisseur. C'est l'épaisseur d'un bloc de terre. C'est vraiment très faible. Donc c'était vraiment l'économie à la base. Donc on ne s'est pas vraiment intéressé aux matériaux comme on le fait aujourd'hui pour des raisons écologiques, etc. Donc on a un peu oublié ces opérations et quand il y a eu des travaux ou des publications dessus, surtout au Maroc, ce qu'on a retenu c'est l'échec de l'opération de recasement de Daoudiyat. Alors, à mon avis, ce n'est pas un échec, mais à l'époque, on lui a reproché que les logements étaient trop petits, qu'il n'y avait pas de place pour le bétail parce que c'était une population rurale quand même à la base. Et c'est vrai que dans 48 mètres carrés, c'est un peu difficile de faire vivre une famille de 2 ou 3 enfants avec un âne ou une chèvre. Enfin, c'était assez difficile. Mais l'objectif à l'époque, c'était d'absorber les bidonvilles, qui n'en est plus. Donc on ne s'est pas trop intéressé aux matériaux. Ensuite, dans les années 70, il y a eu des événements politiques et tous les ministères ont changé. Donc le ministère de l'Habitat ne faisait plus partie de l'Intérieur et le centre d'expérimentation créé par Masson a été fermé. Toute l'équipe a changé, Alain Masson est rentré en France. Donc il y a eu un peu un oubli de ces opérations. Qui se sont arrêtés suite à tous ces événements. Et aussi, l'État a changé sa politique de logement social, puisque par la suite, ce n'était plus l'État qui construisait du logement, mais il y avait des partenaires. Il y a eu la création des ERAC, les établissements régionaux d'aménagement. Ensuite, il y a eu d'autres organismes qui construisent des logements sociaux jusqu'à aujourd'hui. Et généralement, c'est du collectif. On ne construit plus de logements sociaux individuels. Peux-tu nous recontextualiser cette période au Maroc? Pourquoi les expérimentations en construction terre apparaissent-elles à ce moment précis? Et est-ce nouveau pour le pays? Oui, alors les années 60, c'est les années juste après l'indépendance. Le Maroc est indépendant depuis 1956. Donc ce sont les années de la coopération.
en fait, comme vous le savez peut-être. Après les décolonisations, dans la plupart des pays décolonisés, on a mis en place la coopération parce qu'il y avait un manque de cadres locaux sur place. Donc il y avait très peu d'architectes marocains à l'indépendance. Et donc il y avait besoin d'ingénieurs, d'architectes et de ces métiers-là. Donc ces ingénieurs et ces cadres, ces architectes qui venaient, ils venaient avec leur formation européenne, avec leur culture, avec leur envie aussi d'expérimenter. Donc ça a été étudié par beaucoup d'historiens de l'architecture. Cette période de coopération a été vraiment très prolifique en termes d'expérimentation. Et d'ailleurs, on considère que l'Afrique du Nord a été un laboratoire d'expérimentation pour les grands ensembles en France. Donc ce n'est pas seulement la terre crue qui a été expérimentée, mais aussi l'urbanisme. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été essayées d'abord en Afrique ou dans les colonies pour être ensuite mises en place en France. Quelles sont les grandes figures à l'origine de ces expérimentations et quelles étaient leurs motivations? Alain Masson, c'est un ingénieur des ponts et chaussées qui est arrivé au Maroc à 31 ans, si je me rappelle bien, ou 34 ans, en tout cas le début de la trentaine. Et il n'avait pas beaucoup travaillé avant et il était très motivé par la réussite. Il a eu tout de suite des responsabilités. Il avait sa hiérarchie qui était assez éloignée parce qu'il était à Marrakech un peu tout seul. C'était lui qui gérait la direction des travaux publics de Marrakech. Et ses supérieurs, ils venaient que ponctuellement. Donc ses supérieurs étaient à Rabat. Après, il y avait le gouverneur de Marrakech qui était un Marocain. Mais apparemment, d'après ce qu'il explique, tout le monde lui faisait vraiment confiance. Donc c'était quelqu'un de très dynamique. Un de ses collègues m'a dit qu'il avait un côté boy scout, donc très optimiste et voilà, c'était quelqu'un d'attachant apparemment, qui s'entendait très bien avec Jean Hensens. Donc lui, il a commencé, il est arrivé à Marrakech en 61 et Hensens est arrivé en 65. Et donc quand Hensens a commencé à travailler avec lui à Marrakech sur le chantier, ils ont décidé de réaliser ensemble la deuxième opération. Et ça s'est très bien passé parce que je pense que c'est deux personnages complémentaires. D'un côté, il y a la rationalité de l'ingénieur qui pense aux techniques constructives, à l'économie. Et de l'autre côté, il y avait le côté créatif de Jean Hensens, qui était un ingénieur, un architecte belge, diplômé de... Alors, je ne me rappelle plus s'il est diplômé de la Cambre, bon, je vous préciserai plus tard. En tout cas, c'est un architecte belge d'un milieu très modeste. C'était le seul de ses seuls frères et sœurs qui a fait des études. Et il a pu faire ses études grâce au président du Parti communiste belge qui le connaissait et qui connaissait sa famille. Donc il avait ce militantisme politique depuis sa jeunesse en fait, et donc il voulait vraiment aider la population. D'ailleurs, sa femme est sociologue, Stasia Hensens, qui vit encore, que je salue. Pourquoi l'opération de Daoudiat semble-t-elle très éloignée des formes urbaines serrées des villes traditionnelles marocaines? Pourquoi ces choix architecturaux et urbains ont-ils été choisis? Et est-ce que les concepteurs de l'époque s'inspiraient-ils des logements traditionnels marocains ou avaient-ils d'autres références? Donc Daoudiat, c'est un héritage de la trame Écochard. Donc Michel Écochard, qui était urbaniste à Casablanca dans les années 40, a mis en place une trame de 8 mètres par 8 mètres pour le logement social individuel. Et c'était normalement une base pour après passer au collectif sur cette même trame. Ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont habité dans ces logements les ont surélevés exactement comme ce qui s'est passé à Daoudiat. Cette trame fonctionnaliste, elle a été employée par Alain Masson parce qu'on lui a imposé en fait cette trame sanitaire améliorée, il l'a pas vraiment choisi. Et donc le fait qu'il soit ingénieur et pas architecte, il n'a pas vraiment réfléchi au plan masse, aux solutions urbaines. Donc il y avait ce système de zonage
avec une partie commerce, une partie équipement, une partie logement, qui ne fonctionne d'ailleurs pas comme c'était prévu. Aujourd'hui, si vous visitez Daoudiyat, vous voyez que le marché qui était prévu pour être un marché est complètement vide. Ils ont prévu une grande place carrée, alors que maintenant, il y a un marché spontané qui s'est créé dans des rues qui est long. Donc le marché dans ces villes-là, dans le Maghreb, traditionnellement, c'est un parcours. C'est pas comme le marché peut-être dans d'autres villes où c'est une grande place. Donc c'est vrai que la conception urbaine n'est pas vraiment adaptée, mais l'intelligence et le savoir-faire des gens a fait que tout le monde les gens s'adaptent et s'approprient l'espace qu'on leur propose. Et il y a eu, par exemple, une rue où il y a beaucoup de commerces au rez-de-chaussée, alors que la place prévue pour les commerces, elle n'est pas vraiment fréquentée. Donc, les gens s'adaptent en fait. Et pour moi, c'est un signe aussi que c'est une opération réussie finalement, puisque elle a vécu, on ne l'a pas démolie, on a construit par-dessus, ça a été surélevé, donc c'est assez intéressant. Lorsqu'on voit à quel point les habitants ont transformé les opérations dont tu parles, en quelle mesure, par exemple, l'opération de Daoudiyat à Marrakech a-t-elle permis d'accepter socialement la terre crue ? Alors, ce qui m'a frappé dans les entretiens que j'ai faits à Daoudiyat, c'est que le matériau n'est pas du tout refusé, en fait. Beaucoup de personnes qui sont là depuis le début, j'ai pu en voir plusieurs, m'ont dit que c'était solide, qu'ils étaient contents de la construction, que c'était bien fait. Et ils ne dissocient pas la terre du ciment. Ils me montrent les murs en me disant voilà, c'est bien construit, tout ça. Et ils n'ont pas cette idée de dire que les briques de terre, c'est moins bien que le parpaing de ciment, par exemple. Donc le matériau, finalement, n'est pas très important. Pour eux, c'est un tout. C'est le logement qui comptait, c'est pas le matériau. Donc ce qui les gênait, c'est que c'était petit. Donc beaucoup ont dû rajouter des étages parce que la famille a grandi, parce que ça coûte cher d'aller louer ailleurs. Donc on a logé le fils, la fille, enfin voilà, toute la famille dans les étages. Et donc le matériau finalement n'était vraiment pas refusé, c'était pas un critère de refus. Et en plus, il y en a beaucoup qui ont construit en gardant le rez-de-chaussée en terre, sans tout démolir en fait. Donc c'est la preuve aussi qu'ils faisaient un peu confiance. Les maçons qui ont construit ça ont vu que c'était solide. Et après, bon, ils ont quand même rajouté une structure, ils ont rajouté des poteaux pour porter la dalle de l'étage, mais ils n'ont pas démoli les rez-de-chaussée. Donc je pense que la terre ne posait pas problème. Quel est l'héritage des expérimentations des années 60 et en quelle mesure ce sujet fait-il écho au renouveau de la construction en terre dans les années 80 et aujourd'hui ? Tous ceux qui veulent s'inspirer de l'architecture en terre, ils vont dans l'Exour et les Casbah. Et je trouve que c'est dommage parce que les bidonvilles, entre guillemets, les douars et l'habitat informel de toute la région sud est construit en terre. Donc ce n'est pas juste une architecture monumentale et un patrimoine, c'est aussi un savoir-faire qui est très, je pense, très adapté au logement économique. Et pour faire en sorte qu'on reprenne la terre pour les logements économiques, il faudrait qu'on s'intéresse aussi à cet habitat précaire construit en terre par les habitants eux-mêmes ou par juste des petits ouvriers du quartier. Est-il possible de construire aujourd'hui des quartiers entiers en terre comme les exemples que tu cites dans tes recherches ? Ce renouveau émane-t-il principalement de l'initiative du public ou du privé ? Je pense que c'est possible. Par exemple, à Mayotte, il y a des milliers de logements construits en terre à partir des années 80. Je pense que c'est possible et c'est aussi des logements sociaux et c'est aussi une initiative publique, comme pour Daoudiyat. Donc je pense que c'est vraiment l'initiative publique qui peut faire renaître en fait ou faire revenir l'essor de la terre dans le logement. Parce que là aujourd'hui au Maroc il y a des opérations d'équipement construites en terre, quelques-unes, il y a des initiatives privées, il y en a plusieurs, à la fois sur des villas
comme celle des Limoyales, à la fois aussi sur du logement un peu ordinaire, mais déjà c'est des initiatives assez dispersées. Donc aujourd'hui, si je veux construire ma maison en terre au Maroc, je ne sais pas trop à qui m'adresser. Donc c'est un peu, donc c'est des initiatives. Il n'y a pas de centralisation comme le cratère. Bon, après, il commence à y avoir des choses dans le sud. Il commence à y avoir des centres de construction en terre, mais ils ne sont pas encore bien connus du grand public. Et donc je pense que c'est l'initiative publique qui peut vraiment revaloriser tout ça et peut-être aboutir à construire d'autres quartiers en terre, des quartiers de logement économique.